J'arrive en Inde, et là j'ai pas ma valise. Et donc pendant 2 jours, je ne savais pas si j'allais partir avec mon t-shirt, faire 8000 km autour de l'Inde, avec des températures de 0 à 30 degrés. On est peut-être en train de vivre une époque chaotique, vertigineuse, mais en fait passionnante. Fermez les yeux. Et je vous invite à imaginer la société dans laquelle vous rêveriez de vivre. Bonsoir à toutes, à tous. Ça peut peut-être vous paraître bizarre de dire ça, mais c'est pas forcément une évidence pour moi de prendre la parole comme ça pour vous raconter mon histoire. Je joue le jeu, c'est la promesse, ça s'appelle comme ça, c'est pas moi qui ai choisi le titre. Je suis venu pour vous parler un peu de moi, plutôt aussi de notre époque, donc de nous, et surtout de vous. Voilà, que vous soyez au courant. J'ai grandi au carrefour de plein de choses. Au carrefour de la campagne, dans un petit village, j'ai grandi, et de la ville, à côté de Reims. J'ai grandi au carrefour du monde de l'entreprise, avec mon papa qui était directeur des ressources humaines, et du social, avec ma maman qui était assistante sociale. Au carrefour entre la France, avec mon papa français, et ma maman canadienne, donc le Canada. Et au carrefour entre une famille nombreuse. Je suis le petit dernier d'une famille avec... j'ai 4 grands frères, qui ont 10 à 15 ans de plus que moi. Et un peu fils unique aussi, puisqu'ils sont tous partis quand j'avais l'âge de 10 ans. Et donc, à ce moment-là, après un petit moment de déprime, je me suis mis à inventer plein de trucs. Et je me souviens de ces moments où, allongé dans ma chambre, j'inventais tout un tas de trucs, des jeux de société surtout. Alors là, on peut faire les JO avant l'heure, hein. Il y a du foot... du basket, du vélo, du rugby, etc. Et je faisais des BD, enfin j'adorais créer ces jeux et dessiner, et je passais des heures perdues. Je perdais totalement la notion du temps. Et j'ai découvert plus tard que ça, en fait, ça s'appelait le flow, cette capacité à s'immerger totalement dans des activités, être 100% passionné et perdre 100% la notion du temps. Et j'avais envie de vous demander, là tout de suite, vous, est-ce que ça vous fait penser à quelque chose ? Ça peut être dans votre tendre enfance ou beaucoup plus tard, des activités comme ça qui vous mettent 100% dedans, vous perdez la notion du temps et vous êtes totalement happé, passionné par ce que vous faites. Je vous laisse imaginer, essayer de revisualiser des choses. On va rebondir sur ça un peu tout à l'heure. Mes parents m'ont inculqué plein de valeurs. Pour faire simple, je dirais, il y a la valeur du travail, de bien faire les choses, de toujours donner le meilleur de soi-même. Aussi, l'importance d'être utile aux autres, notamment à ceux qui ont moins de chance, aux plus démunis. Et à ça, j'ai ajouté la notion de plaisir, peut-être liée au jeu. Et de tout ça, j'ai fait un cocktail qui était un peu ce que je cherchais pour moi plus tard, c'est-à-dire un travail qui soit utile au monde et où je puisse m'amuser et créer des choses. Et c'était pas évident de trouver à partir de ça. Mais donc, au moment des premiers choix d'orientation, vers 16-18 ans, je pensais à plusieurs orientations. J'ai pensé à la médecine, j'ai pensé au monde de la politique, j'ai pensé à l'humanitaire. Et puis finalement, je me suis tourné vers le monde de l'entreprise. Parce qu'à ce moment-là, je suis tombé sur un chiffre qui disait que le chiffre d'affaires de certaines entreprises était supérieur au PIB de certains pays, et des grands pays, comme la Norvège ou la Grèce. Et là, je me suis dit, et si c'est par les entreprises qu'on pouvait changer les choses à grande échelle ? Et si elles dirigent le monde, est-ce qu'on ne peut pas les changer de l'intérieur ? Je poursuis mes études et je rentre en école de commerce. Et le premier jour, en grande école, on nous accueille et on nous félicite d'être arrivés là. Et il y a une personne qui est venue nous mettre en garde ce jour-là, donc Martin Hirsch, qui nous a dit, et c'est de ça dont je me souviens, il nous a dit, attention, vous rentrez dans la zone de tous les dangers. Vous êtes jeune, vous avez des idéaux. Ces idéaux, on va probablement vous dire de les garder pour le soir, pour le week-end ou pour votre retraite. N'en faites rien, gardez vos idéaux, utilisez votre diplôme, utilisez les compétences que vous allez acquérir, les réseaux que vous allez développer pour changer le monde. Moi, ce message, il m'est resté dans un petit coin de ma tête et j'ai essayé d'en faire un peu ma feuille de route.
Alors, quelques années après, j'arrive à Londres et on est au cœur de la crise financière la plus violente de l'histoire, 2008-2009. Et en fait, dans les enseignements, rien n'a vraiment changé. On nous enseigne toujours des méthodes sur le comment, mais on n'interroge jamais le pourquoi, la raison d'être, à quoi ça sert une entreprise et quelle est sa responsabilité dans un moment de cette crise financière la plus violente de l'histoire. Et à ce moment-là, je reconfirme que je ne veux pas contribuer à rendre plus performant un système qui, pour moi, dysfonctionne en profondeur. Mais ça ne me dit toujours pas dans quel domaine je vais aller. Heureusement, à ce moment-là, je tombe sur 2 livres qui m'ouvrent des possibles. 2 livres qui me font découvrir le monde de l'entrepreneuriat social, au fond, comment utiliser les outils du monde de l'entreprise au service de causes sociales et environnementales. Et ça m'inspire énormément, et je me dis que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de creuser, et voilà, ça m'ouvre des possibles, et ça me redonne de l'espoir que j'ai fait peut-être des bons choix et que je vais pouvoir utiliser ces leviers-là. Et à ce moment-là, en fait, alors essayer d'imaginer quelque chose tout seul, c'est pas évident, mais quand on est 2, c'est déjà plus facile. Et je me retrouve avec un ami de la même école, de promo, Jonas, et on se retrouve autour des mêmes questionnements, et on décide en fait de dédier une année pour aller à la rencontre de ces entrepreneurs sociaux, de ces acteurs de changement. On va aux Philippines, en Inde, au Sénégal, pour contribuer à leur projet. Et puis, c'est aussi un voyage initiatique pour nous, pour essayer de trouver notre propre voie. Pendant cette année-là, je fais de cette maxime-là un peu, de cette citation-là un peu une maxime de vie. J'étais tombé sur cette phrase d'Eleanor Roosevelt: « Fais chaque jour une chose qui t'effraie ». Et moi qui étais le timide qui voulait pas sortir de sa zone de confort, en fait, je me force chaque jour à faire un truc qui peut être un petit détail, mais aller parler à cet inconnu, aller prendre la parole en public, aller parler en anglais alors que je suis pas confortable. Chaque jour, je fais un truc qui me met dans l'inconfort, même si c'est un petit détail. Et chemin faisant, en fait, je me rends compte que tout ce que j'ai déjà fait, c'est plus facile maintenant, et ma zone de confort s'élargit. Et donc, chemin faisant, je me développe, en fait, et je prends confiance en moi. J'ai la chance de vivre une expérience au milieu de cette aventure, en Inde, qui s'appelle le Jagriti Yatra. Ça veut dire voyage éveil en hindi. Et imaginez-vous, vous rentrez dans un train pendant 15 jours, et vous êtes avec 450 Indiens, et vous faites le tour de l'Inde, 8000 km. Et chaque jour, vous descendez du train, et vous rencontrez des pionniers, des acteurs de changement qui ont changé la vie de millions d'Indiens, dans le domaine de l'éducation, de la santé, du droit des femmes, de l'environnement, etc. Chaque jour, vous prenez une claque d'espoir, en quelque sorte. Et donc, je suis ressorti de cette aventure avec l'intime conviction que l'impossible était temporaire, et une inspiration, c'était que ce projet, en fait, inspiré par la philosophie de Gandhi, devient le changement que tu veux voir dans le monde, en aidant des jeunes, en fait, à trouver leur voie. Bah, moi, ça m'a donné une idée, toute simple, c'était de me dire, et si on faisait ça en France? Et donc, c'est le début de cette idée-là qui germe. Et en fait, c'est fou, en retraçant, de se dire que y a quand même une part du destin, du hasard dans ces choses-là, parce que, en fait, j'ai failli ne pas participer à ce Jagriti Yatra, qui a décidé des 10 années qui ont suivi pour moi. Je dis ça parce qu'il y a 3 événements au moins. Déjà, quand j'étais aux Philippines juste avant, j'avais chopé un ulcère, donc une vilaine douleur à l'estomac que j'arrivais pas à soigner pendant plus d'1 mois. Et c'est que quelques jours avant qu'elle s'est soignée, donc je me suis dit, bon, c'est bon, je peux y aller. Mon passeport, que l'ambassade de l'Inde aux Philippines avait perdu, tout simplement, ils avaient perdu mon passeport. Et donc j'ai dû faire un sitting la veille du départ pour dire, est-ce que vous pouvez quand même le chercher, en fait et ils l'ont retrouvé. Mais donc j'ai dû remuer terre et ciel pour retrouver le passeport la veille. Donc là, je pensais que c'était bon. Et je prends l'avion, j'arrive en Inde, et là, j'ai pas ma valise. Ma valise, elle était restée à l'escale. Et donc, pendant 2 jours, j'avais pas ma valise, et je savais pas si j'allais partir avec mon t-shirt, faire 8000 km autour de l'Inde, avec des températures de 0 à 30 degrés. Et heureusement, il est arrivé quelques heures avant. Et ce que je retiens de ça, c'est qu'en fait, quand on a une intuition, en fait, un truc, on sait qu'il y a un truc qui nous appelle. C'est pas parce que c'est dur, c'est pas parce qu'il y a des obstacles qu'il faut pas le faire. Enfin,
ça peut être un signal qu'il faut s'accrocher, quand on sent profondément qu'il va se passer peut-être quelque chose. Et puis, donc j'ai la chance de vivre ça, et puis je raconte ça dans un article, et puis j'ai la chance de faire à ce moment-là des rencontres qui m'accélèrent incroyablement. Derrière toutes les histoires que vous pouvez voir de la première slide, il y a toujours énormément de gens qui sont derrière et qu'on ne voit pas. Ça, c'est important de le dire à chaque fois. Et ces soutiens-là, ils permettent quoi? Ils permettent de construire une équipe incroyable, de réunir des talents géniaux, des talents fous qui ont fait confiance à une idée absurde de mettre des jeunes dans un train pour faire le tour de France. Mais il y a des gens qui m'ont dit « mais ça, je veux dédier mon début de vie professionnelle à ça parce que j'y crois pleinement ». Et donc ça nous a permis, en 6 mois, on est passé de 1 à 12 personnes. Il y a des partenaires fous qui nous ont accompagnés. Et donc on a organisé, non pas en train, parce qu'on a eu tout plein d'affaires, on ne va pas rentrer dans les détails, on a fini en bus, et avec une promo d'une 50aine de jeunes issus de tous milieux sociaux qui voulaient apporter quelque chose à partir de leur talent, essayer d'améliorer à leur échelle ce qui se passe en France. Et là, en fait, moi, le second de l'ombre dont je vous parlais, en fait, je me suis retrouvé un peu propulsé, un peu dans la lumière, à incarner un bout de cette jeunesse qui s'engage. Une anecdote marrante, c'est quand François Hollande fait des blagues sur ma taille au petit journal. Et le professeur Younous, que vous avez vu à quelques moments, du coup, qui se retrouve avec mon livre, qui racontait l'aventure d'avant. Donc je me retrouve propulsé comme ça c'est un peu pour la fame, mais en fait ça a permis de servir le projet vraiment collectif profond qu'on avait. La mission c'est d'aider chacun à trouver ses talents et les mettre au service des grands enjeux sociaux environnementaux. Et on a développé énormément de programmes en fait pendant ces 10 années avec les jeunes, les moins jeunes, pour les entrepreneurs, dans les entreprises. Et donc ça a permis à plus de 120 000 personnes de participer à ces différents programmes. En 2019, on s'est dit il faut qu'on aille un cran plus loin. Et en collectif, on a voulu créer une coalition pour permettre le changement d'échelle des formations à la transition écologique et sociale. Et donc on a initié une initiative en fait, de plaidoyer politique. Pendant 3 années, on a rassemblé 300 organisations, on a fait le tour des ministères, les signaux étaient ouverts, on nous disait c'est formidable, votre idée, on compte sur vous, etc. Il faut juste retravailler l'idée tout le temps. Et à un moment, en fait, on a senti que les conditions n'étaient pas réunies, qu'il y avait une sorte de plafond de verre, et qu'en fait, on perdait de l'énergie et qu'on n'y arrivait pas, en fait. Il y a eu une proposition de loi, mais elle n'est pas passée, etc. Et on a lâché prise, on a tout mis à disposition, et en fait, quelques mois plus tard, encore un peu, je me suis retrouvé comme un peu perdu dans une grande complexité avec un trop-plein. J'avais vécu plein de choses, j'avais trop d'infos, tout allait vachement vite, et j'étais au cœur d'injonctions paradoxales. Je voyais moins clair pour moi, pour le projet, et donc je me suis retrouvé dans ce brouhaha un peu. Et à ce moment-là, j'ai décidé de stopper, de passer la main à Joséphine et d'ouvrir une année de pause, de régénération pour moi-même me régénérer et puis pour prendre du recul, pour essayer de mieux comprendre aussi ce que je vivais, ce que j'avais vécu. Et puis, au fond, ça m'a amené à creuser des choses qu'on vit tous. Ce qui m'a frappé, c'est que ce que j'avais vécu, en fait, je le retrouvais dans plein de témoignages de gens que je rencontrais. Que ce soit des jeunes qui cherchaient à s'orienter, des dirigeants d'entreprise, ou des salariés, ou jusqu'à des conseillers de l'Élysée, tout le monde ressentait une forme de complexité énorme, et donc qui est liée à l'actualité, évidemment, mais qui était aussi liée dans nos vies, mais comme Blandine l'a dit au tout début, le fait que l'on vit tout ça en même temps. Le retour des guerres, l'effondrement environnemental, les incertitudes économiques, les tensions sociales, la polarisation de la société, les tensions, la montée des extrêmes, l'infobésité, on a des infos en permanence, l'arrivée de l'IA dans tout ça, qui va tout chambouler, mais on ne sait pas bien dans quel sens. On vit tout ça en même temps. Un seul de ces trucs-là pourrait nous mettre dans une incertitude incroyable, et on les vit tous en même temps.
Donc c'est normal qu'on ressente une sorte de truc qui nous accable. Et ça, vraiment, de toutes les personnes avec qui j'ai échangé, j'ai ressenti ce témoignage-là. Un deuxième facteur, pour moi, dont on parle trop peu, et je pense qu'il est extrêmement explicatif de la dynamique du monde, c'est le phénomène d'accélération. L'accélération, elle se retrouve à plein de niveaux. Mais ce qui m'a frappé, déjà, c'est un niveau personnel. L'accélération, c'est le fait de se dire que tout va toujours de plus en plus vite dans nos vies. La technologie nous permet d'aller toujours plus vite, mais on remplit en faisant toujours plus de choses. Qui ressent ce sentiment d'accélération ? Je demandais à Ludovic, qui est dans la salle, je ne sais plus où il est, pour toi, entre 1990 et aujourd'hui, c'est quoi la différence du nombre de sollicitations, d'interruptions, d'interactions, d'informations qu'on reçoit chaque jour ? Je pensais qu'il allait me dire 10 ou même 100. Et évidemment, c'est subjectif, mais 1000, de 1 à 1000 en 30 ans. Et donc, nos cerveaux ne sont pas faits pour gérer tout ça, tout ce flux-là. Et cette accélération, elle est dans nos vies, mais elle est aussi dans le cours de toutes nos activités humaines. Ça, c'est la courbe de nos activités depuis les années 1750-1800. À gauche, vous avez nos activités humaines, avec le développement économique et toutes sortes donc la population mondiale, le PIB, etc. Et ça, ces mêmes courbes se retrouvent en fait en impact sur la biosphère et sur les écosystèmes naturels. Donc ces courbes exponentielles, on les retrouve partout. C'est le fonctionnement, pour moi, c'est un des phénomènes qui guident la marche du monde et dont on ne se rend pas forcément compte. Mais une fois qu'on l'a vu, pour moi, on la voit partout. On va de plus en plus vite, mais vers où ? On a aujourd'hui la conscience qu'on dépasse les limites planétaires. Il y a une minorité de l'humanité qui est dans ce qu'on appelle un développement, qui est développé économiquement, et pourtant on dépasse 6 limites planétaires sur 9. Et donc on va de plus en plus vite, mais vers quoi en fait ? Est-ce que ça nous rend plus heureux en fait ? Il y a de plus en plus, pour moi, ce qui ne se dit pas derrière tout ça, c'est qu'il y a une vraie crise existentielle, où à ce moment-là où on dépasse les limites planétaires, pour moi, il y a quelque chose dont on parle trop peu, qui est le fait que la Terre, on parle de la Terre-mère, en tout cas les peuples premiers en parlaient beaucoup. Pour moi, donc le fait de dépasser les limites planétaires, c'est le fait d'aller à l'encontre des capacités de la Terre à soutenir la vie, potentiellement. Et donc, c'est comme si on tuait notre mère, tout simplement, pour moi. Et donc, profondément, ça crée une anxiété, forcément. Ça crée des questions existentielles qu'on en est conscient ou pas. Et pour moi, ça, c'est dans l'air du temps. Et c'est essentiel. Pour moi, la réponse est forcément à un niveau spirituel et existentiel. Je suis retombé sur cette citation de Krishnamurti. Ce n'est pas un bon signe de santé mentale d'être bien adapté à une société malade. Et pour moi, toute cette dynamique d'accélération et de dépassement des limites planétaires, ça explique aussi beaucoup de problèmes de santé mentale que l'on voit aujourd'hui, notamment chez les jeunes. Et enfin, j'ai bientôt fini, vous inquiétez pas. Au moment où on adresse le plus grand défi peut-être de l'histoire de l'humanité, on est chacun dans nos bulles. On voit chacun le monde dans notre petite sphère et on s'invective les uns les autres en renforçant les tensions et en parlant plus fort que le voisin. Et donc il y a vraiment un enjeu à refaire ensemble, à revivre ensemble pour être à la hauteur de nos grands défis. Mon interprétation, c'est qu'on est à la fin d'un monde, puisque avec tous ces signaux, tous les signaux d'un monde qui sont dans le rouge, en fait, mais on n'est pas encore à la totale fin de ce monde et on ne sait pas ce qui émerge après. Gramsci disait dans les années 1920, et pour moi ça éclaire énormément de choses de ce qui se passe aujourd'hui, le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Et donc pour moi, il y a plein de signaux qui peuvent rapporter à ça. Et tout ça cumulé, je ne sais pas où vous en êtes là, qui ressent de l'anxiété ou au fond du trou, là, un temps de thé ? Vous pouvez lever la main. Pour moi, en tout cas, ou qui ressent de l'impuissance face à tous ces sujets ? Donc ça génère un énorme sentiment d'impuissance au moment même où on n'a plus que jamais besoin d'inventer quelque chose de nouveau.
Parce que tout ça, c'est vrai, mais il y a une autre manière de raconter ce qu'on vit, pour moi, c'est qu'on est peut-être en train de vivre une époque chaotique, vertigineuse, mais en fait passionnante. On a forcément, on est à un moment où on doit inventer du nouveau. On est peut-être dans une phase où on va inventer une nouvelle civilisation totalement. On est obligé d'arriver à ce moment-là. On sait que le modèle sur lequel on a basé notre développement ne marche plus. Et donc, on est peut-être à ce moment de réinvention extraordinaire. On est forcément à une époque dont on parlera dans les livres d'histoire. C'est sûr. Et on est en train de la vivre, nous, aujourd'hui. Et donc, moi, je trouve ça vertigineux et excitant, passionnant en tout cas, de vivre ce moment-là. On est au passage, pour moi, d'une époque entre une vision du monde, paradigme, c'est un gros mot pour dire c'est la manière dont on voit les choses et dont on fait les choses, entre une vision du monde où l'économique est la finalité, on est dans le toujours plus vite que le voisin, et où ça a des effets de domination de la nature et parfois des humains. Et on doit inventer quelque chose de nouveau. Plein de possibles, plein de futurs peuvent émerger. J'espère que ça ressemblera à un futur qui ressemblera à ça. Peut-être le mieux vivre comme finalité, privilégier la qualité à la quantité, un juste rythme, focaliser sur la régénération du vivant et la croissance des humains. Et en tout cas, dire ça, pour moi, c'est dire qu'on peut... En fait, les règles à gauche sont des règles du jeu que les humains ont décidées. Ça a été des choix à un moment donné, et dont on bénéficie aujourd'hui. Il faut être aussi reconnaissant de tout ce que ça nous a permis et le confort qui nous permet d'être, par exemple, ici ce soir. Mais ce sont des règles qui, aujourd'hui, on se rend compte de leurs limites. On ne peut plus continuer avec ces règles-là. Il faut être reconnaissant pour les 200 années qui nous ont permis plein de choses, et en même temps, on ne peut plus continuer avec ça. Et donc, quelles sont les règles du jeu qu'on invente pour la suite? Et pour moi, c'est ça le défi qui est le nôtre aujourd'hui. Et moi, dans tout ça. Donc ça paraît vertigineux, passionnant, et moi j'avais envie de vous interpeller en vous demandant, et vous, quel est le rôle que vous avez envie de jouer dans toute cette affaire-là? Quel est le rôle que vous avez envie de jouer? Parce qu'il y a place pour tous les rôles. Tout le monde a un truc à faire s'il le souhaite. Dans ce moment de réinvention, de grande réinvention, on aura besoin des scientifiques, on aura besoin des artistes, on aura besoin de celles et ceux qui prennent soin des liens humains. On aura besoin des stratèges, on aura besoin des personnes manuelles, on aura besoin de tous les talents, en fait. On aura besoin de gens qui ont une grande ambition et puis de gens qui prennent soin des petites choses aussi, à tous les niveaux. Et donc, quel est le rôle que vous avez envie de jouer dans cette époque qui chamboule? C'est un peu la question que j'ai envie de vous poser. Alors, elle est pas évidente à répondre, elle est énorme aussi comme question. Et du coup, ça fait quelque temps que je défriche des outils pour peut-être essayer de contribuer à répondre à ces questions-là. Et c'est ça que je vous propose de faire là. Il se trouve que vous avez un petit carton en dessous de votre chaise. Et même un crayon avec. Ça va, tout le monde a trouvé son carton? Ce carton-là, ce ABZ, c'est une boussole dont moi je me sers dans mes grandes décisions depuis environ 6 mois, 1 an. Vous pouvez l'utiliser en fait à différents niveaux. Et je vous propose de jouer le jeu et de jouer le jeu au niveau que vous voulez. Ça peut être dans votre vie personnelle, ça peut être dans votre vie professionnelle, ça peut être pour votre organisation ou le projet que vous portez, ou ça peut être au niveau d'une organisation ou au niveau de la société. En tout cas, je vous invite à focaliser au niveau que vous voulez. Éventuellement au niveau personnel ou professionnel. Ou le rôle que vous voulez jouer dans cette époque. Si vous ne savez pas, je vous invite à faire ça. À quoi ça sert? Ça rebondit un peu sur ce que je vous disais avant. Pour moi, si on ne se pose pas des questions qu'on va évoquer ici, il y a le risque de se faire un peu balader par une époque qui chamboule, et donc de perdre son axe, et donc un peu de se laisser balader par tout ce qui va se passer, le monde chaotique qui est autour de nous. Avec ça,
vous allez aussi traverser des moments incertains, ce sera aussi difficile, mais au moins vous saurez dans quel sens vous avancez. En tout cas, c'est l'intention. Et vous pourriez y aller avec plus de confiance. Ce ne sera pas forcément beaucoup plus facile, mais avec plus de confiance dans l'incertitude. On va zoomer sur le Z. Le Z, c'est le futur rêvé. C'est essentiel de commencer par le rêve. Tout commence par le rêve. Ils avaient échoué parce qu'ils n'avaient pas commencé par le rêve. Nicolas Shakespeare. C'est essentiel d'abord d'imaginer à quoi on aspire vraiment. On peut le faire au niveau de la société, on peut le faire au niveau pour soi-même, mais l'imagination précède l'action. C'est parce que l'on imagine quelque chose qu'on va être capable de créer les conditions pour créer cette chose-là. Encore une fois, c'est vrai pour la société, et on manque cruellement d'imagination sociétale, et pour soi-même. Pourquoi on manque cruellement d'imagination, que ce soit pour la société ou pour soi-même? Je suis tombé sur cette étude, retombé sur cette étude de 1968. Donc en fait, ces deux chercheurs, ils ont fait des tests auprès d'enfants, un test de la NASA, en fait, qui évalue l'imagination et la créativité. Et qu'ils l'ont fait pour des enfants de 5 ans, et leur ont donné ce test. Et à 5 ans, les 1600 enfants, 98% étaient au niveau génie de la NASA, sur la créativité et la capacité à résoudre de manière créative des problèmes. Les mêmes enfants, quelques années après, 30% à 10 ans, 12% à 15 ans, et 2% quand ils sont adultes. Alors pourquoi? Ça s'explique très simplement, c'est que la société, l'éducation nous pousse en fait il y a une confusion à deux niveaux. En fait. La créativité, il y a deux étapes. Il y a la divergence et la convergence. La divergence, c'est la capacité à avoir des idées un peu folles. Et la convergence, c'est resserrer pour faire celles qui sont faisables et avancer. Mais sauf que chemin faisant, nous, on fait les deux en même temps, en fait. Dès qu'on a une idée, ah bah non, mais ça, c'est pas possible. Ah mais non, mais on a déjà fait ça. Et donc, on fait les deux étapes en même temps, ce qui nous empêche de créer des nouvelles solutions. Et donc, comment on fait? D'abord, on imagine des trucs fous, et on accepte que ce soit fou, et ensuite, on trouve le chemin. Et donc là, je vous invite à imaginer un futur rêvé. Imaginez que tout est possible. Donc là, je vous invite à fermer les yeux et vous projeter dans un futur où tout est possible. Ça peut être dans 10, 15 ans. Et je vous invite à imaginer la société dans laquelle vous rêveriez de vivre. À quoi ça ressemble? Quelles sont les images qui vous viennent? Et vous, là-dedans, où est-ce que vous êtes? Essayez de regarder les lieux, les personnes qui vous entourent. Et qu'est-ce que vous y faites, vous? Si tout était possible, qu'est-ce que vous feriez? À quoi ressemblerait votre journée? Votre semaine idéale? Et quel serait votre rôle dans tout ça? Je vous invite à rouvrir les yeux et noter peut-être 2-3 mots-clés qui vous sont venus, si des choses vous sont venues, qui vous parlent, et d'écrire à côté de Z. Qu'est-ce qui vous est venu des éléments qui vous inspirent, qui vous tirent en avant? Encore une fois, vous pouvez le faire pour votre vie, pour vos projets, dans la dimension qui vous parle et vous aide. Peut-être pourquoi vous êtes venu ce soir. Deux, trois mots-clés, c'est bon? Est-ce que pour certaines personnes, c'était difficile de faire ça? Ou ça vient pas forcément de manière évidente, ça? Ouais, comme ça, en levant comme ça rapidement?
Merci. En fait, je pense que c'est vraiment normal parce qu'on ne nous a pas appris à faire ça. Personne ne nous a demandé qu'est-ce que vous voulez vraiment profondément, en fait. Personne ne nous a jamais demandé ça. Et si c'est difficile, bah, je pense que c'est normal. Aussi parce qu'il y a plein d'injonctions de la société, il y a plein de messages qu'on nous envoie et qui ne sont pas forcément notre définition de la réussite, ce qu'on veut vraiment profondément. Tous les messages qu'on reçoit au quotidien et les injonctions qu'on reçoit. Et du coup, peut-être rapidement, comment cycler pour retrouver la clarté si vous ne voyez pas bien clair sur cette question-là, et encore une fois, c'est normal. Une clé pour moi, donc à différents moments, je me suis retrouvé avec moins de clarté, comme je vous le disais. Une première clé, c'est d'essayer de créer du vide. Du vide, c'est juste du temps, en fait. On a tous des quotidiens extrêmement remplis, et arriver à trouver un peu de temps libre, pour faire émerger ce qu'on ne voyait pas avant, en fait, et essayer de se retrouver. Le fait de marcher, en fait, c'est prouvé par plein d'études. Le fait de marcher, ça vous permet de recentrer et de faire accoucher de l'essentiel. Ça enlève le brouhaha des pensées pour resserrer sur l'essentiel. Le fait de passer du temps dans la nature aussi, il y a plein d'études qui le montrent, que ça vous permet de recentrer, d'avoir plus de créativité, et de recentrer sur ce qui vous êtes vraiment, retrouver votre axe. Le fait d'écrire, en fait, un conseil que je suis depuis plus de 10 ans, c'est d'avoir toujours un carnet où je note mes réflexions dessus et d'essayer de revenir régulièrement à ces réflexions. Vous verrez à quel point ça vous permet de donner de la clarté, en fait, à vos pensées. Essayez de faire moins d'écrans, parce que les écrans, c'est toujours, notamment les réseaux sociaux, c'est des messages qui nous sont envoyés, qui peuvent nous dévier de notre chemin, où on est toujours, même inconsciemment, dans la comparaison, en fait, avec des définitions de la réussite qui ne sont pas forcément les nôtres. Et aussi créer des espaces de co-développement. Co-développement, c'est le fait d'avoir des personnes qui peuvent partager les mêmes problématiques, avec qui on va partager en authenticité des questionnements, et qui vont pouvoir faire un effet miroir et nous dire je pense que pour toi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est là-dessus, etc. Voilà, quelques clés. Et un dernier tips, en quelque sorte. Un des exercices pour moi qui est le plus utile, qui est le plus simple et le plus utile pour essayer de travailler sur cette question de c'est quoi la réussite pour moi. En fait, c'est assez difficile parfois juste de se demander comme ça de manière frontale, c'est quoi la réussite pour moi, en fait, parce que voilà, c'est pas évident comme question. Qu'est-ce que je rêve profondément? Un exercice détourné, hyper puissant pour moi, c'est de se demander qui vous inspire, qui sont mes rôles modèles. Donc des personnes qui m'inspirent, ça peut être des célébrités ou des gens de votre quotidien. Proches ou avec qui vous travaillez, ou voilà, qui peuvent être vivantes, ou des personnes d'autres époques, et qui vous inspirent parce qu'elles font, parce qu'elles sont. Et essayez donc pas forcément maintenant, on va aller un peu plus vite, mais si vous avez 10 personnes comme ça qui vous inspirent, et de vous demander pourquoi elles vous inspirent. Si vous faites la somme de pourquoi elles vous inspirent, vous commencez à avoir un bout de c'est quoi la réussite pour vous, qu'est-ce que vous voulez vraiment. On a fait le Z. Maintenant, on va revenir au A. Le A, c'est votre présent. C'est ici et maintenant, par rapport à cette vision rêvée. Et je vous invite à vous demander où vous en êtes, en fait, par rapport à ce Z, par rapport à ce futur rêvé. Où vous en êtes, et je vous invite à noter dans le petit espace là, ou derrière, vous avez plus de place si besoin, trois choses trois satisfactions, en fait, où vous pouvez vous dire, je suis fier d'être déjà là, je suis bien avancé sur ce chemin-là. Trois satisfactions par rapport à ce futur rêvé. Instinctivement, comme ça, ce qui vous vient, c'est bon. C'est naturel, faites-vous confiance, notez quelques mots-clés comme ça. Je vous invite maintenant à essayer d'identifier trois frustrations. Peut-être des choses où vous dites, j'y suis pas encore, ça me frustre, il va falloir travailler là-dessus, mais j'y suis pas. Trois frustrations par rapport à votre futur rêvé.
Et maintenant, 3 forces. 3 forces sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. 3 choses que vous avez déjà. Des forces, ça peut être des talents, des compétences, des connaissances que vous avez déjà, des capacités, des ressources, des contacts, des choses que vous avez déjà à votre disposition et sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer. Vous avez déjà ça, vous allez pouvoir vous appuyer là-dessus pour avancer vers votre Z. Donc au cœur de vos forces, il y a certaines forces qui me paraissent essentielles de dire un petit mot dessus. Au cœur de vos forces, il y a vos talents. Vos talents, c'est au carrefour de ce qui vous donne de l'énergie et ce que vous faites très bien et ce qui apporte de la valeur aux autres. Il y a 2 indices pour vous aider à trouver vos talents. 1, est-ce que ça vous donne de l'énergie? Ça rejoint un peu la notion du flow du tout début. Quelles sont les activités qui vous donnent de l'énergie? Vous avez plus d'énergie à la fin quand vous les avez faites qu'avant, tout simplement. C'est pas plus simple. Et où les autres peuvent vous faire des retours comme quoi vous apportez de la valeur, vous êtes excellent, vous impressionnez dans la manière de faire les choses. Donc c'est super important de faire des feedbacks aux autres pour aider à trouver ces talents au carrefour des deux. Et au carrefour des deux, en fait, c'est votre singularité. On a tous des talents, on a tous quelque chose à trouver autour de ça, et d'ailleurs ils sont multiples, on n'a pas qu'un talent. Et donc c'est au cœur de ces forces une invitation à appuyer sur sa zone de génie et ses talents. Et une des convictions que j'ai de plus en plus aujourd'hui, c'est que votre magie réside dans vos bizarreries, dans les choses les plus bizarres, dont vous avez peut-être un peu honte, que vous cachez un peu, que vous mettez un peu sous le tapis ou sur le côté. Peut-être votre magie, elle est là-dedans. Et moi, c'est la première fois ce soir que je vous parlais de cette affaire de jeux de société là, et de dessin quand j'étais enfant et tout. Et au fond, j'ai décidé d'en faire mon métier aujourd'hui parce que je pense que ça permet une autre manière de voir les choses. Et donc peut-être que déterrer des choses que vous aviez mis sous le tapis et utiliser vos bizarreries, ça peut apporter quelque chose de nouveau, de neuf. Et je pense vraiment, profondément, que la magie réside dans vos bizarreries. S'il y a des choses qui vous viennent chez vous, n'hésitez pas à mettre quelques mots-clés que vous pourrez creuser après. Est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent? On arrive au B, c'est bientôt fini. Le B, c'est le chemin et c'est la prochaine étape. Le Z, la vision, idéale. A, où vous en êtes. B, votre prochaine étape. Il n'y a pas besoin... Là, peut-être vous avez plein d'idées sur comment avancer. Peut-être il y a plein de possibles qui viennent. C'est important de focaliser sur le premier pas. B, C, D, E, F, G, ils viendront après. L'important, c'est de se mettre en mouvement, mais d'y aller vraiment. Peut-être vous êtes déjà en mouvement. Et dans ce cas-là, c'est formidable et peut-être vous confirmez que vous êtes bien aligné et vous faites les choses de la bonne manière. Peut-être c'est la première fois que vous posez des questions un peu bizarres comme ça. Et donc c'est l'occasion de poser un B et puis de passer à l'action d'une certaine manière sur votre futur idéal. Dans les deux cas, c'est quoi la prochaine étape pour vous? Étant donné votre Z, étant donné votre A, la chose sur laquelle vous allez focaliser votre énergie, votre attention, qui vous permet, à partir de là où vous êtes aujourd'hui, d'avancer vers ce futur idéal. C'est quoi votre B? Instinctivement, là, il y a peut-être des choses qui vous viennent. La prochaine étape. Je vous invite à noter. Et quand vous êtes bon, je vous invite à lever votre carte. Si jamais vous n'êtes pas du tout au clair, un prochain B, ça peut être de clarifier ce B. Par exemple, si ça vous a parlé, l'exercice des rôles modèles, ou quelque chose qui vous a parlé, ça peut être votre prochain B. Ça, c'est une citation qui m'a toujours accompagné et que, à chaque fois, j'ai vu sa véracité. Une citation de Goethe. « Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie.
Et le fait, en fait, de s'engager sur un chemin, de faire le premier pas, c'est souvent le plus difficile. Et ensuite, de répéter, en fait, pas après l'autre, mais les opportunités émergent au fur et à mesure. Donc vraiment, le chemin se fait en avançant. Il y a plein de projets que j'ai trop pensé, et où, en fait, j'étais comme paralysé par analyser trop de choses, et je ne mettais pas en place des choses. Et inversement, quand j'y vais un peu plus à l'intuition et je pose des pas les uns après les autres, les choses, ça ne veut pas dire que c'est facile. Ça veut dire qu'au moins, on est en mouvement. Le plus important, c'est d'être en mouvement dans la bonne direction. Après, se font les choses progressivement. Quand on est au B, peut-être on va avoir posé un pas, une opportunité, une rencontre, quelque chose qui va faire que ce sera plus simple pour la suite. L'histoire de Ticket, c'est que ça. C'est au départ une idée, on fait le premier tour, on n'a pas du tout l'idée de la suite, mais c'est en faisant ça qu'émerge la possibilité de faire un MOOC, un cours en ligne. Il est suivi dans 160 pays du monde. Comme il y a ça, des entreprises nous contactent. Ça nous permet de faire des formations d'entreprise. Comme il y a ça, on fait les autres étapes. C'est chemin faisant. Mais l'important, c'est de passer à l'action et de se mettre en mouvement dans la bonne direction. Vous avez votre Z, votre B. Un autre message, comme notamment pour les personnes qui s'engagent et qui préfigurent en fait ce nouveau monde. Au quotidien, ça peut être difficile parce qu'on n'est pas dans les codes, les règles du jeu de la société actuelle. Et donc, on peut aller à contre-courant, on peut rencontrer énormément de résistance. Donc, c'est essentiel de prendre soin de soi parce que le chemin, il est long. Et donc, avoir la capacité de résilience. La valeur est dans la régularité de ces pas posés les uns après les autres. L'importance de s'entourer. Rien de grand ne se fait seul. On ne peut pas construire des grands projets si on n'a pas autour de soi construit des complémentarités avec d'autres talents, avec des gens avec qui on va pouvoir avancer ensemble, ce qu'on n'aurait pas pu faire tout seul. Au fond, sur la question, qu'est-ce qui compte le plus? Est-ce que c'est le chemin ou la destination? Aujourd'hui, je pense que je dirais la compagnie. C'est avec qui on fait les choses, avec qui on avance pas à pas. Et donc c'est peut-être aussi pour vous la question sur ce chemin-là sur lequel vous êtes déjà ou que vous apprêtez à prendre, qui vous entoure? Que ce soit des compagnons de route ou des mentors qui vont pouvoir vous montrer le chemin, sur qui vous pouvez vous appuyer. Et enfin, je finirai là-dessus. Ça, c'est le hack ultime. En tout cas, pour moi, il me facilite plein de choix et plein de décisions du quotidien. Dans la complexité du monde, dans l'incertitude, en fait, j'essaie de suivre ça, et c'est d'essayer d'agir comme la personne que je souhaite devenir. En fait, à partir de ma vision, qui est le Z, qui est dans le futur, le fait d'essayer de la mettre au présent, dans le moment présent, ici, j'essaie d'incarner, d'être cette personne que je veux devenir. Et ça me permet de prendre telle ou telle décision en me disant, si je suis une personne qui agit comme j'aimerais être, alors ça me pousse à prendre cette décision-là. Je ne sais pas si ça vous parle, mais donc comment vous rapportez ça dans vos principes du quotidien, dès aujourd'hui? Si vous prenez la décision que vous avez envie d'avancer vers votre Z, vous pouvez prendre la décision que vous essayez d'incarner au quotidien cette personne-là dans vos décisions. C'est la même chose qu'avec les rôles modèles aussi. Parfois, je me surprends à me demander, et parmi ce rôle modèle-là, ce professeur Younous ou ce Léonard de Vinci, comment il aurait fait là, dans cette situation? Qu'est-ce qu'il aurait pris comme décision? Après, vous prenez la même décision ou vous l'adaptez, mais en tout cas, ça vous donne un éclairage qui peut être intéressant et peut vous faciliter la vie. Évidemment, après, il y a la réalité de la vie, de la complexité du quotidien, des injonctions. Donc on ne peut pas agir toujours selon notre idéal. C'est un idéal, idéalisme et pragmatisme. Mais avoir ces principes-là, et ensuite faire au mieux au quotidien. Et puis avoir aussi de l'indulgence, de la bienveillance pour soi quand je lâche là-dessus, je ne suis pas capable de tenir tous mes principes là-dessus. Mais dans mon équilibre global, j'avance quand même vers la personne que j'ai envie de devenir, ou le projet que j'ai envie de monter, il ressemble à ça. Je suis les principes pour. Avec idéalisme et pragmatisme. On arrive à la fin. Et je voudrais déjà vous remercier d'avoir joué le jeu. C'est la première fois que je faisais cette expérience. Votre mission, si vous l'acceptez, c'est d'essayer d'avancer vers votre B.
Est-ce qu'il y a des personnes qui ont envie de s'engager à le faire? Si oui, je vous invite à lever votre carton. Évidemment, vous n'êtes pas obligé. Faites ce que vous voulez. Mais c'est une... voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont envie de... C'est un engagement de vous-même avec vous-même. Qui a envie de s'engager? Et si vous trouvez que c'est utile, je vous invite à en faire profiter quelqu'un d'autre de votre entourage qui pourrait en avoir besoin. Donc, partager à une autre personne. De l'inviter à avancer avec ces mêmes principes. Moi, mon Z, c'est d'essayer de redonner du pouvoir d'agir dans cette époque chaotique. Là, c'était un outil parmi plein. Mais moi, mon rêve, c'est que ce qui se passe ici, ça puisse se concrétiser pour vous, et je suis sûr qu'il peut émerger plein de choses. Mais moi, j'aimerais l'imaginer que ça se diffuse, que ça permette à plein de gens de se mettre en mouvement et de retrouver du pouvoir d'agir à une époque qui accable et où on peut se sentir impuissant. Donc redonner ce pouvoir d'agir, il n'y a que comme ça qu'on peut amener le nouveau monde. Si individuellement et collectivement, on est capable d'avancer. Alors je me suis appuyé sur les expériences des 10 dernières années, plein de recherches, la rencontre avec Blandine, cette soirée n'était pas du tout prévue. Il se trouve qu'elle me l'a proposé, ça rentrait dans le Z, et je me suis appuyé sur les dessins. J'ai fait ce B. Ce B, c'était cette conférence test avec vous. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on est au B? On va au C ou on refait un autre B. Donc, la conférence, tac, c'est bon. Et maintenant, en fait, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de travailler sur un livre dans lequel je rassemble tous les outils, les principes et les outils qui m'ont aidé, moi, à retrouver de la joie, de la légèreté, et qui me permettent d'avancer vers un futur que je considère comme désirable, à la fois pour la société et pour moi-même. À un moment, j'avais plus ça, j'avais perdu ça, mais il y a des principes, des outils, des manières de penser qui m'ont aidé à retrouver la foi et l'énergie. Et c'est ça que j'ai envie de partager. Et donc ce livre, ce sera pour octobre. Et là, je dois bien avancer dans l'écriture maintenant. Il y a mon éditrice qui est dans la salle. Et si vous n'êtes pas abonné, il faut s'abonner à une newsletter qui s'appelle Redessiner le monde. Qui n'était pas encore abonné? Ah oui, disons. Voilà, Redessiner le monde. Donc ce soir, j'ai été super heureux de faire ce test avec vous. C'était un test où c'était pas parfait, mais j'avance, et je m'améliore chemin faisant. Je voulais partager des idées clés sur cette époque qui sera dans les livres d'histoire et qu'on vit tous. Et vous inviter à vous demander quel rôle vous voulez jouer dans cette époque-là. Vous inviter à définir votre vision positive et poser un premier pas concret et vous mettre en mouvement. C'est ça le plus important, c'est d'avancer pas à pas vers la vision idéale de la personne que vous voulez être ou en tout cas des projets que vous voulez construire. Merci beaucoup.